Culture Soccer. Bonsoir tout le monde, nous voilà de retour pour un nouvel épisode de CS à l'érable, le podcast 100% canadien. À l'animation, Adi Raphaël, toujours ici présent, et je suis rejoint par mes collègues Daniel Cameron et Alex Rupert. Daniel, on commence par toi, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Oui, ça va bien, merci Hedy. Et toi, comment vas-tu? Ah, ça va. Écoute, on est content d'être là et de parler de soccer canadien encore une fois. Alex, toi, est-ce que ça se passe bien? Tout va bien? Est-ce que tu te sens en forme pour attaquer ce podcast? Ah oui, 100% en forme, tout va bien et j'ai passé une belle semaine. Et toi, Adi? Ouais, écoute, on va très très bien, on a hâte à la suite, bien évidemment. Écoute, c'est drôle, Alex, Daniel, vous le savez, on se parle souvent pour préparer le podcast, puis jusqu'à ce matin, on était là, ok, bon, il n'y a pas vraiment de contenu, on avait quand même préparé un programme quand même assez intéressant, puis on a toujours, bien évidemment, des petits sujets qu'on est capable de mettre quand il n'y a pas trop de contenu. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, on est le 19 janvier, puis c'est comme si le soccer canadien s'est réveillé tout d'un coup. Puis c'est nouvelle après nouvelle, après nouvelle, après nouvelle, après nouvelle, après nouvelle. Puis là, on se retrouve avec une ribambelle de sujets qu'on peut explorer. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va parler d'actualité. Et quand je parle d'actualité, on parle vraiment de l'actualité, genre qui est sortie toute fraîche aujourd'hui durant la journée. Première chose, et je pense que c'est l'actualité la plus importante, c'est le commissaire de la Ligue qu'on a déjà reçu ici sur CS à l'érable, David Clanacan, qui a fait une lettre ouverte. Et il nous a copié un peu Culture Soccer. Là, il a décidé de faire une lettre ouverte aux lecteurs de la CanPL et aux supporters de la CanPL. Et il a fait une lettre ouverte pour expliquer plusieurs nouveautés au sein du soccer canadien et de la CanPL, bien évidemment. La première chose qu'il a dit, et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, premier petit point qu'il mentionne, il parle bien évidemment du début de la saison, et il dit que dépendamment de ce que le gouvernement du Canada nous donne comme information, notre but serait de commencer la saison aux alentours du 22 mai, donc dans la fin de semaine du jour de la Reine Victoria. Donc ce serait alors le 22 mai 2021. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Est-ce que ça... Journée au Québec, la journée porte notre nom. Ouais, la journée des Patriotes. Donc, bref, au Québec, c'est la journée des Patriotes. Autre part, c'est la journée de la Reine Victoria. Donc, qu'est-ce que vous pensez, les amis, de cette déclaration? Déjà, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes fâché? Est-ce que vous pensez que c'est trop tôt? C'est trop tard? Écoute, Daniel, je vais te laisser commencer vu que tu as apporté des précisions à ce que je disais. Donc, je te laisse commencer. Tu as l'air super excité de cette nouvelle. Oui, exactement. Je trouve que c'est comme on dit, tu sais, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne, c'est que ça commence le 22 mai. Puis la mauvaise, c'est que ça commence le 22 mai. Donc, c'est comme ça que je l'ai vu un peu, moi. C'est que... Mais j'aimerais que tu me parles de la bonne et de la mauvaise, là. La bonne, c'est qu'ils anticipent une saison, puis ils ont même parlé d'avoir les fans dans les gradins si possible. Puis une saison de 28 matchs, d'ailleurs, comme c'était prévu en 2020 et en 2019. Mais la mauvaise, c'est que j'avais espoir que peut-être on puisse commencer plus tôt, puis peut-être quitte à commencer à huis clos, là, pour garder le momentum, surtout que si ça va manquer un peu de loisirs. Et de toute façon, s'il fait un peu froid et qu'il n'y a pas de fans, ce ne sera pas problématique parce que pour les joueurs sur le terrain, c'est correct. Donc, j'aurais peut-être pensé que ça aurait pu être intéressant de commencer tôt pendant que les gens sont confinés, puis d'offrir un bon spectacle, quitte à avoir pas ou peu de fans dans les gradins. Et éventuellement, on aurait pu avoir un calendrier plus diversifié parce que si on commence à ce moment-là avec le 22 mai, 28 matchs, ça risque d'être un calendrier pas mal congestionné. En plus, il y aura la Gold Cup, il y aura
Prévu d'avoir la Gold Cup et les Jeux olympiques, puis peut-être que le Canada va se qualifier à ces deux compétitions-là. Fait qu'il y a t'as des joueurs qui vont être appelés à ces deux compétitions-là. Et donc, ça va faire un calendrier pas mal congestionné. Donc, c'est l'impression que j'ai. Sinon, oui, je suis très heureux qu'on ait cette ambition-là. Moi, j'espère que peu importe la situation de la pandémie, qu'on va être en moins capable de commencer la saison à huis clos, puis éventuellement, si ça s'améliore comme l'année passée, que petit à petit, il y aura une augmentation progressive des spectateurs dans les gradins. Ouais, c'est Oui, sûr, c'est important. ouais, aussi, je pense que la Ligue nationale de hockey a créé un précédent, euh, comme elle permet aux équipes canadiennes de s'affronter dans leur aréna respectif. Ce serait un peu difficile de justifier pourquoi on ne donnerait pas la permission à la Première Ligue canadienne d'en faire autant, de voyager et de jouer dehors. Ils ne sont pas confinés dans un espace intérieur. Et je verrais pas ce serait quoi la raison. Puis je pense aussi une autre des raisons pourquoi c'est le 22 mai, c'est que je crois que la Ligue mise sur le fait que la campagne de vaccination pourrait peut-être être assez avancée pour voir un assouplissement des mesures sanitaires qui sont dirigées par les provinces pour peut-être leur permettre d'avoir, peut-être pas à pleine capacité, mais au moins commencer avec un stade avec 10% ou 25% ou peut-être même 50% de capacité, parce que je pense que les revenus à la billetterie, c'est très important pour les clubs. Et oui, ils ont été capables de faire les Island Games, mais le fait, il faut pas voir un hasard dans le fait que ça a seulement duré un mois, parce que tu peux seulement jouer aussi longtemps où est-ce que tu n'as pas de revenus de billetterie, ce qui aide pas les finances. Puis aussi, je pense que la Ligue prend conscience que c'est important de rester dans le paysage médiatique et de faire des gains, parce qu'en bout de ligne, la Ligue veut faire des gains. Puis en ayant une saison complète de 28 matchs, mais c'est des matchs à Radio-Canada, potentiellement. Et aussi, il ne faut pas oublier que le gouvernement canadien est très dur envers n'importe quel plan qui propose que des clubs américains viennent de ce côté-ci de la frontière. Donc, la CPL se place dans une position où est-ce qu'elle pourrait être la seule ligue domestique au Canada pour l'année au complet. Puis, c'est comme pas le moment de manquer le bateau. Et si les choses se passent bien, mais on pourrait peut-être même avoir des annonces d'expansion pour le Québec, ce qui aiderait à créer un certain engouement dans la province. Je partage les inquiétudes de Daniel, par exemple, parce que 28 matchs en commençant un mois plus tard, c'est quand même une source d'inquiétude sur l'horaire et le voyagement. Mais en même temps, comme on est tous confinés, je pense que la Ligue se soucie un peu moins de ce que le monde font le mercredi soir. Comme mercredi soir, tout le monde est à la maison, donc ils peuvent suivre les matchs. Tandis qu'en 2019, tout le monde travaillait. Fait que quand tu as un match à 7 heures et tu es dans l'heure de pointe, ça marchait pas. Fait que les stades étaient vides. Fait que je pense que c'est une autre des raisons qui justifie cette décision. Ouais, écoute, je suis complètement d'accord sur beaucoup de points que vous avez dit. Oui, c'est sûr que c'est toujours plus difficile d'avoir des spectateurs les mercredis soirs. Par contre, écoutez, je pense que, surtout au niveau de la KLPL, je pense que les supporters ont vraiment hâte que ça revienne et ils vont jouer un peu sur ce côté, sur le fait que les supporters ont vraiment hâte. Il y a tellement de monde qui attendent cette saison de nouveau, une saison normale, et l'engouement est déjà là. Donc, ils n'ont pas vraiment beaucoup de marketing à faire pour l'engouement autour de cette Canadian Premier League. Tu as parlé aussi par rapport à ce que ce soit peut-être une des rares ou des seules ligues domestiques. Il faut juste préciser que on parle de ligue domestique à l'échelle nationale et non pas à l'échelle provinciale, parce que c'est sûr que les autres sports vont avoir quand même leur tournoi provincial qui seront déjà aussi entamés. Donc, ça peut être quand même assez intéressant à l'échelle nationale d'être cette ligue-là. Et je trouve qu'il y a un point extrêmement important que tu as mentionné ici, Alex. Tu as parlé d'expansion. Et je sais que beaucoup de monde vont dire, ouais, mais là, ils ont eu tellement de mal, il y a eu tellement de pertes. Est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui va se lancer à l'expansion dès maintenant en Canadian Premier League au Québec? Est-ce que ce serait intelligent ou quoi que ce soit? Très sincèrement, je trouve que c'est le moment idéal
pour n'importe quel investisseur d'investir maintenant. Premièrement, c'est sûr qu'à cause de la situation actuelle, l'investissement devrait être moins cher. Pourquoi? Parce que on sait que les risques sont plus grands, donc l'investissement devrait être moins cher. La deuxième chose, c'est le moment ou jamais où tout le monde a les yeux rivés sur n'importe quelle compétition qui est en train de se jouer. Premièrement, à cause du confinement, comme tu l'as dit, Alex, mais aussi pas juste à cause du confinement, c'est parce qu'on a un manque. On a ce manque aussi de compétition internationale, de compétition nationale qui se sont pas vraiment passées en 2020. Donc, ça peut être quand même quelque chose de très intéressant pour que quelqu'un prenne son courage à deux mains puis décide d'investir dans un club d'expansion. Après, est-ce que ce sera à temps pour la saison 2021? Écoutez, très sincèrement, moi, si je pense logiquement, je dirais non. Par contre, on a vu l'Atlético Ottawa, ça a été lancé en dernière minute. Et pour une première saison, avec les Highland Games, ils se sont quand même très bien débrouillés. Et puis, si jamais ça aurait été une saison complète, peut-être que l'Atlético Ottawa aurait encore plus grandi et aurait vraiment défait tous les sceptiques, en fait. Donc, bref, beaucoup de points positifs de ce point de vue-là. Après, c'est sûr, il va falloir gérer, et ça va être très important pour les entraîneurs, si jamais il y a 28 matchs à partir du 22 mai, il va falloir gérer l'effectif au complet, faire des rotations, comme ce que les coachs ont fait durant les Highland Games. On a vu souvent les équipes qui sont allées le plus loin, c'est vraiment des équipes qui avaient une certaine profondeur, et c'est en utilisant cette profondeur-là qu'ils ont pu aller aussi loin et ont pu performer, et ça va donner des minutes à beaucoup de joueurs qui d'habitude n'en ont pas. Donc c'est quand même très intéressant sur tous les points de vue. Je pense cette annonce de la part de David Clanacan, maintenant il va falloir attendre ce que le gouvernement du Canada va décider par rapport à cette pandémie-là. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre les hostilités dès le 22 mai ou est-ce qu'on va encore devoir repousser? En tout cas, on croise les doigts parce que je pense que tous les trois, et je pense que la plupart de nos auditeurs aussi, ont vraiment hâte que ça reprenne. Donc voilà pour le début de la saison. Je pense que Daniel, tu voulais ajouter un petit point. Par rapport à... tu as dit beaucoup de choses intéressantes. Oui, je suis intéressant des fois, ça m'arrive. Non, c'est que là, je sais plus par où commencer. Mais par rapport à ce que tu disais sur le Québec, honnêtement, je suis pas trop d'accord que ce soit nécessairement un bon timing parce que un investisseur investit pas dans l'incertitude. Donc, j'ai un peu de doute là-dessus. Mais sinon, par rapport à ce qu'Alex a dit sur le fait que les gens, le fait de jouer mercredi soir, ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, les gens sont à la maison. Je pense que ça aurait été justement une raison additionnelle de commencer un mois plus tôt. Parce que je me dis, tant qu'à avoir les gens à la maison, on aurait peut-être pu fidéliser une partie du public en commençant un mois plus tôt quand les gens sont encore confinés. Puis petit à petit, quand le déconfinement va commencer, les gens vont pouvoir aller au stade avec des restrictions, probablement de nombre. Et petit à petit, le momentum aurait commencé un mois plus tôt et il y aurait eu une partie du public qui aurait peut-être un nouveau public qui aurait embarqué là-dedans. Après ça, j'imagine qu'ils ont leur raison. Peut-être qu'ils ils se sont dit l'année passée, c'est à peu près fin mai que justement il y a eu des assouplissements. Ils se sont peut-être dit que ça allait être la même chose en 2021. Donc, c'est ça. J'ai hâte de voir, mais j'espère qu'on va pouvoir au moins garder la date du 22 mai 2021. Ouais, puis juste pour ajouter sur ce que tu disais, pour moi, c'est clair que c'est vraiment les partisans dans les gradins qui payent des billets. Je pense que c'est une des raisons pourquoi ils ont mis ça plus tard. C'est sûr qu'en commençant plus tôt, c'était tout à fait faisable. Puis aussi, pendant les Highland Games, ils avaient dit que la même technologie qu'ils avaient utilisée pour mettre de la publicité dans les stades, ils allaient garder ça puis potentiellement le répliquer dans la saison suivante si nécessaire. Ou à partir de maintenant, ça allait être quelque chose qui allait continuer. Donc ça engendre quand même quelques sources de revenus, mais je pense qu'ils tiennent. S'ils peuvent faire les deux, c'est encore mieux pour eux.
C'est plate pour les joueurs parce que ça fait plus de matchs en très peu de temps. Puis l'autre point, quand je disais potentiel d'expansion, je pense pas que ça va être pour 2021, mais l'annoncer en 2021 pour 2022, tu crées de l'engouement. Parce que là, tu te ramasses dans une situation où est-ce que il y a des très, très fortes chances que j'allais me tromper. Le CF Montréal ne joue pas à Montréal de l'année. Fait que je voulais pas mélanger en Impact, CF, Flocon, je sais pas, je me mélange. Mais c'est très possible qu'il n'y ait pas de club au Québec qui joue au Québec pendant toute l'année, puis tu fais l'annonce que tu as un club d'expansion à la ville de Québec et peut-être même sur l'île de Montréal, parce qu'on sait que la Ligue tient vraiment à avoir des clubs dans les deux villes. Fait que là, tu viens de créer un gros engouement toute l'année. Tu prends de l'espace médiatique que normalement que tu n'occuperais pas. Fait que moi, je trouve que c'est tout à fait intelligent si tu l'annonces cette année. Donc, ça, c'est mon point de vue sur le début de la Ligue. Mais pendant que je suis là, je vais enchaîner avec l'autre annonce importante de David Clanahan qui dit qu'à partir du début de la saison 2021, le nombre minimum de minutes pour les U21 canadiens va passer de 1000 minutes à 1500 minutes. Et on maintient toujours l'obligation d'avoir sous contrat au moins 3 U21. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que, comme vous le savez, la Ligue canadienne s'est donnée comme mission de développer le talent, le jeune talent, avec un gros potentiel assez inconnu. Donc, en donnant plus de minutes, mais ça permet aux plus jeunes de se développer, d'avoir plus d'opportunités de se développer. Et j'ai trouvé quelques chiffres, comme même si pendant les Highland Games, on avait seulement 7 rencontres, Valor a quand même réussi à donner 1532 minutes à leurs jeunes U21. Un autre chiffre qui est très important, j'ai aussi trouvé qu'en 2019, pendant la saison inaugurale, Pacific a donné 13 532 minutes à leur U21. Puis ensuite, en dernier lieu, depuis que la CanPL a ouvert ses portes, c'est un total de 43 000 minutes professionnelles qui a été alloué à des jeunes U21. Ça, je trouve que c'est un exploit, puis c'est tout à l'honneur de la Ligue et c'est très important pour notre programme. Donc, faut pas oublier aussi que un des gros problèmes au Canada, c'est que le chemin vers les professionnels était brisé parce que tu commences amateur, plus jeune, puis tu montes, et là, ton lien vers les équipes professionnelles était très limité ou brisé. Et la CanPL qui va remplir ce trou dans le chemin vers les équipes professionnelles, c'est très important. Fait que si en plus ils donnent autant de minutes, mais ça leur permet de pouvoir trouver les prochaines stars, de créer leurs propres stars. Et ça augmente la possibilité de revendre du talent d'ici et potentiellement aider l'équipe nationale. Puis, j'ai vu quelques critiques sur les médias sociaux où est-ce qu'ils disaient, ouais, mais tu sais, plus de minutes pour les U21, mais tu sais, ça enlève des minutes, à d'autres joueurs parce que tu donnes des minutes, tu vas dédier des minutes pour les moins de 21 ans. Mais je me dis, ben oui, je comprends la critique, mais à quelque part, on est seulement à 1 an et demi d'existence dans la CanPL. Ben, c'est 1 saison et demie d'existence. Donc, je trouve que la Ligue, elle est faite pour ça. Puis jusqu'à ce qu'on ait une Ligue des Division 2, où est-ce qu'on peut avoir des standards plus sévères, où on peut donner plus de minutes à des jeunes, mais si la CanPL, c'est notre seul outil de développement pour les jeunes, mais il faut l'utiliser, tout simplement. Ouais, ben écoute, je suis complètement d'accord à ce que tu viens de dire. Et moi, je vais dire, par rapport à cette nouvelle règle, je vais utiliser un peu une phrase anglaise, mais je vais dire bring it on. Je vais dire que c'est le moment, s'il vous plaît, c'est la chose à faire. 1500 minutes, c'est ça qu'on veut voir. Et je vais développer un peu pourquoi je suis aussi excité que ça. Et je pense que j'ai utilisé le bon verbe, excité. Pourquoi? Parce que si jamais on veut penser au futur de la Ligue en tant que tel, le but, c'est de former de nouveaux professionnels. Ceux qui ont plus de 21 ans, la plupart des joueurs qui ont plus de 21 ans, ben, ils ont déjà des contrats ailleurs. Je parle des contrats qui sont ailleurs et qui, si jamais ils veulent venir s'inscrire dans la CanPL, ils ont vraiment des contrats ailleurs dans d'autres clubs, à travers d'autres ligues ou bien dans la ligue même elle-même.
Et on s'entend, 1500 minutes sur une saison de 28 matchs, ce n'est pas énorme non plus. Et c'est sur tous les joueurs. Donc, j'ai comme l'impression que c'est quand même souhaité. Pourquoi? Parce qu'en premier, tu veux pouvoir donner de la chance aux jeunes joueurs de devenir professionnels et de jouer dans un environnement professionnel. Ce que dans le passé, comme tu l'as dit, Alex, ce n'était pas une option possible pour les jeunes joueurs. En deuxième chose, on veut développer le soccer au Canada, et c'est en développant des joueurs et en leur permettant de jouer au niveau professionnel le plus jeune possible que ces joueurs-là vont s'accomplir et vont atteindre leur potentiel. Donc en faisant ça, on est en train de bonifier le soccer canadien à 100%. Et la troisième chose qui est très importante aussi, c'est le seul moyen de faire grandir la ligue, parce qu'on s'entend que les clubs tout autour du monde, ils cherchent des jeunes joueurs, ils cherchent leurs pépites partout à travers le globe. Donc, en faisant jouer ces jeunes joueurs-là, on a la chance que peut-être un d'entre eux casse tout. Et celui qui va casser tout, il va se faire remarquer par des clubs européens ou ailleurs à travers la planète. Et à ce moment-là, ces clubs-là vont venir et vont donner une somme au club canadien. En donnant une somme au club canadien, c'est de l'argent qu'ils peuvent prendre et investir de nouveau dans leurs installations, dans leur recrutement et ainsi de suite, et grandir en tant que club. Donc, ergo, faire grandir la ligue en tant que telle. Donc, pour moi, il n'y a que du bien dans tout ça. Après, pour ceux qui sont en train de critiquer cette décision de la part de la Première Ligue canadienne, oubliez pas, là, il y a 11 joueurs titulaires par match. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 11 joueurs de moins de 21 ans, là. Il va y en avoir 2 ou 3. T'as les 8 autres, t'as les 9 autres, et ça, c'est de match en match. On est en train de parler de chaque match. Donc, il y a énormément de la place pour ceux qui ont au-dessus de 21 ans. Par contre, donner 1500 minutes à ceux qui ont moins de 21 ans, si jamais ils en font jouer 3, parce qu'on a dit que chaque équipe a un minimum de 3, c'est 500 minutes l'année. 500 minutes l'année, c'est quoi? C'est quoi 500 minutes l'année? On s'entend, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est à peu près quoi? 6 matchs complets. 6 matchs complets, en fait, 500 minutes l'année par U21. Donc, si jamais tu as 3 joueurs 21, tant qu'ils jouent 6 matchs chacun d'entre eux, tu as atteint tes 1500 minutes. C'est pas énorme. Et pour moi, ceux qui chialent, ils chialent parce qu'ils ont pas compris ce qui est important, ou bien ils ont des intérêts ailleurs. Et ça, c'est mon avis. Donc, pour moi, je ne vois que du positif. Je suis curieux d'avoir ton avis, toi, Daniel. Moi, je suis content qu'il y ait un peu de transparence à ce niveau-là. La première saison, ça avait été très transparent à ce niveau-là. La deuxième saison avec les Island Games, puis là, la saga qu'il y a eu avec Forge quand ses joueurs se sont blessés et tout. Tout le monde se questionnait comment le règlement fonctionne dans un tournoi d'un mois. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on augmente le nombre. J'ai oublié je pense que c'était Jeff Paulus qui avait dit que ça serait bien d'avoir un nombre de minutes pour par exemple, U19 aussi. Je ne me rappelle plus qui avait parlé aussi, peut-être pour les ligues semi-pro, ça serait bien d'avoir des minutes U19, U17. Mais moi, U21, je trouve que c'est un compromis intéressant parce que U23, je trouve que les joueurs commencent à être vieux. Si on veut vraiment être dans la post-formation, c'est jusqu'à 20-21 ans, puis c'est là que vraiment qu'on peut faire un changement significatif. De toute façon, là, moi, j'ai calculé 28 matchs, là, fois 90 minutes, c'est 2520 minutes. Fait qu'il suffit seulement d'avoir un joueur qui est titulaire régulier dans ces trois-là pour qu'on les atteigne les doigts dans le nez, là. D'ailleurs, Cavalry, ils avaient Malik Hamilton en 2019. Pas mal toutes les minutes, c'est lui qui les avait accumulées, là. Forge, cette année, ils ont juste à avoir un joueur de moins de 21 ans qui vont vraiment considérer comme titulaire au début de la saison. Puis les deux autres, ils peuvent entrer dans la rotation. Puis ça sera assez facile pour eux de respecter les minutes, là. Je trouve que le 1500, il est très facile à atteindre si on a un joueur parmi les trois qui va avoir beaucoup de minutes. Après, on peut prendre l'exemple de Pacific qui lui, c'est une équipe qui a basé tout son effectif là-dessus. Mais sinon,
dans l'ensemble, je trouve que c'est bien. Là, d'ailleurs, c'est comme un peu, je sais qu'il y a l'inquiétude par rapport au draft universitaire, là, qui d'ailleurs devra se tenir bientôt. C'est DV Canada en a reparlé. Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. On sait juste que comme il n'y a pas eu de saison U-Sport, ben les équipes universitaires vont présenter des listes aux entraîneurs de Canadian Premier League. On parlait de fin janvier, début février. Pour l'instant, on n'a rien, mais au rythme où vont l'information, ça va peut-être venir bientôt, là. Oui, et puis un autre aspect que j'aimerais toucher là-dessus aussi, c'est tout l'aspect dépistage, parce que un des documents qui m'avait le plus marqué quand le Canada avait manqué la Coupe du Monde du Brésil, c'est quand on a fait le plan, quand le Soccer Canada a fait son plan stratégique 2014 à 2018 pour améliorer le programme. Puis il parlait beaucoup c'était important d'ajouter des clubs semi-pro et pro un peu partout au Canada parce que notre capacité de dépistage était vraiment mauvaise. Puis la volonté de vouloir copier un système, on avait quand même une solution canadienne avec le système canadien c'est la ligue, ça s'appelle la CHL, la Ligue canadienne de hockey. Puis, quand tu prends une seconde pour analyser comment notre système fonctionne, c'est très difficile dans le monde du hockey de manquer quelqu'un qui a un très gros potentiel. Tu peux déjà, ils ont un système où est-ce que tu peux attraper du monde qui ont 14, 15, 16 ans, puis tu sais qu'ils vont devenir gros, puis tu peux les attraper très jeunes, puis à travers le pays. Mais nous, on n'avait pas ça parce qu'on a seulement 3 clubs pro en MLS qui avaient leurs académies, puis les académies qui étaient déjà existantes, qui étaient hors de ce système-là, étaient un peu ignorées. Puis moi, je pense qu'avec la CPL, qui va donner autant de minutes aux plus jeunes, mais c'est une bonne occasion de pouvoir attraper un plus gros bassin de jeunes joueurs que normalement, ça aurait été impossible de pouvoir évaluer puis de voir de quoi ils sont faits. Parce que, tu sais, puis aussi, il y a un calcul là-dedans, parce que si on arrive à mettre des clubs à travers toutes les provinces et un peu partout dans les grands milieux urbains, mais ça veut dire que ces clubs-là vont être capables de travailler de concert avec les académies locales et pouvoir évaluer plus de jeunes, puis ceux qui sont prometteurs, mais tu les fais rentrer, puis tu leur donnes des minutes, puis tu te vois de quoi ils sont faits. Tu sais, Atletico Ottawa, ils sont pas venus en CanPL juste parce que c'était un hobby, puis ça leur tentait, puis ils avaient rien à faire de leur temps. Non, eux, ils ont fait le calcul, ils ont dit, ben, il y a 2 ans, il y a un jeune gars qui s'appelait Jonathan David qui jouait amateur, puis du jour au lendemain, il brûle la Ligue Europa, puis il brûle la Belgique. Eux, dans leur tête, qu'est-ce qu'ils se disent? Ottawa n'est pas couvert. Moi, j'arrive à Ottawa. Le prochain David, il va jouer pour Atletico Ottawa. Puis, je vais le faire monter à Madrid, puis où je vais le revendre. Le prochain Davis, FC Edmonton. Le prochain Larin ou Atiba Hutchison, ben, il va être avec Forge. Ou le prochain Laria ou Marc-Anthony Kay, ben, il va être avec York United. Mais comment tu vas faire pour savoir si ces jeunes joueurs-là ont autant de potentiel? C'est en leur donnant beaucoup de minutes quand ils sont jeunes. Tu vas comme on dit en anglais, nurture, tu vas comme gérer leur potentiel cru, puis tu vas essayer de le polir, ce talent-là, pour que ça devienne quelque chose d'intéressant. Puis, ça, c'est une excellente façon pour la Ligue de se distinguer de ses voisins et de ses rivaux internationaux. Parce que c'est important pour une Ligue de créer ses propres stars. Parce que la Ligue canadienne a compris que, ben, tu sais, attirer des gros stars internationales, ça va pas arriver. Mais il y a vraiment une grosse valeur si on arrive à créer nos propres stars. Tu sais, on l'a comme fait avec Tristan Borges, mais je pense que ça, c'est juste un début. Ça, it's just the beginning. C'est juste le début. Puis, il y a beaucoup de monde qui disent, ben, tu sais, la CanPL, ça devrait être plus une ligue élite, puis il faut payer le monde plus cher, mais le sport professionnel, c'est une business. C'est sûr que si tu prends plus de temps à faire auditionner les jeunes talents dans ta région, puis tu gardes ceux qui sont très bons, puis tu passes à travers le plus de talent possible, mais ça garde un peu tes coûts un peu plus bas, puis tu donnes des opportunités aux plus jeunes d'avancer, de performer, puis de les revendre. Puis tu sais, quand on aura une Ligue D2, ben on s'en reparlera. Là, on pourrait dire que la CanPL, la Division 1, serait plus élite, puis là, on va essayer d'attirer des plus gros noms. Puis la deuxième division, c'est là qu'on mandatera 2000 minutes pour les jeunes ou 3000 minutes, mais pour l'instant, c'est vraiment le seul modèle à suivre.
moi, je trouve que c'est une excellente idée. Puis, je trouve qu'on aurait même pu être plus ambitieux là-dessus. En tout cas, j'ai hâte de voir le reste des choses et ce qui va se passer avec cette règle-là. On espère que ça va continuer à faire grandir la Ligue, mais aussi le soccer au Canada. Par contre, tu as mentionné quelque chose d'extrêmement intéressant, je trouve, Alex. J'ai beaucoup aimé que tu as parlé un peu de l'équipe nationale et je pense que je vais enchaîner moi aussi et faire une transition vers l'équipe nationale. Quelque chose qui est très intéressant aussi, toujours dans cette lettre ouverte de David Clanacan, parce qu'il faut le dire, David Clanacan, il a tout mentionné en 1000 mots, il a tout mis dedans, puis nous, depuis, on regarde cette lettre-là, puis là, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, puis c'est exactement ce qu'on est en train de faire maintenant. Il a parlé d'un programme et une entente entre la Canadian Premier League, donc la première ligue canadienne, et Canada Soccer, pour développer et offrir aux joueurs qui sont encore en activité ou des anciens joueurs qui ont joué au plus haut niveau la chance d'avoir leur diplôme d'entraîneur. Et c'est quand même très intéressant parce que dès l'annonce de ça, on a déjà une liste de 15 joueurs ou ex-joueurs qui se sont inscrits pour développer pour atteindre cet objectif-là de devenir les prochains coachs. Et je trouve ça très intéressant dans cette liste-là parce qu'il y a des joueurs comme Kyle Becker, il y a des joueurs comme David Edgar, il y a des joueuses comme Stéphanie Labbé, comme Erin McLeod, comme Tessine Ricketts. Il y a vraiment beaucoup de gros noms du soccer canadien qui sont là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Toi, Daniel, qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle règle-là? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va faire avancer non seulement le soccer canadien, mais aussi, surtout, le coaching au Canada? Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, j'aimerais ajouter que c'est un programme accéléré puisque c'est des joueurs qui ont de l'expérience et que c'est payé par le club pour les joueurs de Canadian Premier League. Il faudrait le préciser. Excusez-moi, c'est payé par le club pour les joueurs de Canadian Premier League et ça compte pas dans la masse salariale. Moi, je pense que c'est une bonne idée puis ça peut attirer peut-être des joueurs canadiens qui étaient réticents de rentrer au Canada parce qu'ils avaient peur pour leur après-carrière. Par exemple, je me rappelle, j'avais lu une entrevue d'Olivier Océan qui disait qu'il voulait pas rentrer au Canada parce qu'il vit en Europe et que s'il revient au Canada, il pourra pas retourner en Europe à cause des règles de résidence. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les joueurs, mais à un moment donné, il y aura pas un nombre infini de postes à temps plein aussi, là. Je veux dire, c'est une bonne nouvelle, mais il va falloir qu'on leur offre aussi des opportunités avec des académies, avec d'autres clubs, avec peut-être des postes à temps plein dans des clubs semi-pro. Parce qu'actuellement, il y a deux moyens d'avoir un poste à temps plein d'entraîneur au Canada. C'est soit dans un club pro, soit dans une université. Mais si on réussit à avoir des structures plus complètes dans les clubs de Canadian Premier League, si on réussit à avoir des programmes féminins, si on réussit à avoir des académies, il y aura de plus en plus d'opportunités pour tous ces joueurs-là pour se faire les dents. Puis on aura un contingent d'entraîneurs et d'entraîneurs qualifiés. Puis on aura peut-être plus, même pour l'équipe nationale canadienne, on aura peut-être plus besoin d'appeler des Européens ou des gens d'Amérique latine. On pourra avoir des gens qui connaissent bien la réalité canadienne et c'est toujours bien d'avoir un entraîneur de l'équipe nationale qui est canadien parce que souvent on constate que les gens, c'est une équipe nationale, hein, donc si ce pays te fait pas vibrer, que tu fais ça seulement pour la paye, ça se peut que tu n'aies pas la même motivation. Oui, et puis autre chose aussi, c'est un signe encourageant de la coopération entre la Canadian Premier League et le Soccer Canada. Je pense que dans ce pays-là, c'est arrivé pendant trop longtemps. Tout le monde joue chacun dans leur coin puis personne coopère. Je pense que ça c'est bon. Il faut qu'on coopère, il faut s'aider entre nous. Je vois aussi là-dedans une volonté d'agrandir. Tu sais, on parlait beaucoup d'agrandir le bassin des joueurs canadiens pour améliorer le programme. Je pense qu'on voit aussi une volonté d'agrandir le bassin d'entraîneurs canadiens.
ça prend un plus gros bassin parce que c'est pas normal que, tu sais, je vais compter la MLS là-dedans aussi, mais la Canadian Premier League aussi. C'est pas normal qu'à chaque fois, tu as un poste disponible pour un entraîneur, puis tout le monde spécule sur tel entraîneur de tel pays, l'Amérique, des États-Unis. Puis, tu sais, le Canada, c'est, tu sais, on pense pas au bassin canadien. Fait que moi, je pense que c'est une belle initiative pour ça. Aussi, je pense que c'est une bonne façon d'attirer les joueurs qui jouent à l'étranger dans des ligues européennes. Parce que quand la Canadian Premier League a commencé, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient dit qui jouent en deuxième division en Europe ou qui jouent ou même en première division dans d'autres ligues, même aux États-Unis. Puis tu avais beaucoup de joueurs qui disaient si le salaire est trop bas, je n'irai pas en Canadian Premier League. Puis tu sais, ça se comprend. Mais tu sais, maintenant, ça donne la flexibilité au club d'offrir à des joueurs qui sont proches de leur fin de carrière, puis essayer de les attirer en disant, je peux te donner X montant pour ton contrat, mais tu sais, je vais lancer un bonus là-dedans, puis tu sais, on va t'accompagner dans ton après-carrière pour devenir un entraîneur. Je trouve que c'est une bonne façon de convaincre des joueurs qui ont énormément de bagages, je veux dire énormément d'expérience, de les faire revenir, jouer avec un club Canadian Premier League, puis devenir les accompagner dans leur après-carrière. Puis oui, on parle beaucoup des jeunes joueurs dans la Canadian Premier League, mais une présence de vétérans, mais si c'est une façon de les avoir, c'est tout à fait excellent. Je trouve que c'est une belle initiative et un beau modèle de coopération. D'ailleurs, j'ai une question pour vous, parlant de développement des joueurs. Tout à l'heure, on avait parlé de la règle 21 et des conséquences sur le draft universitaire U-Sport. Mais est-ce que vous pensez que ça devrait avoir lieu cette année? Il y a pas eu de saison U-Sport. On a vu qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui signent à Canadian Premier League qui sont pas passés par le réseau U-Sport. Ils peuvent de toute façon signer, avoir joué universitaire et signer quand même, comme Ibrahima Sano, Aboubakar Sissoko, Omar Krayem. Ils ont tous passé par le réseau U-Sport, mais ils ont signé quand même, ils ont signé sans être passés par le draft. Donc, c'est pas un passage obligatoire. Un joueur peut quand même, tout qu'il n'y a pas eu de saison, un joueur peut signer de toute façon avec ou sans draft. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment pertinent pour cette année d'avoir un draft universitaire, sachant qu'il n'y a pas eu de saison U-Sport et que on a déjà des règles 21, on a déjà accès à des joueurs canadiens ou des joueurs tout court là, qui sont jeunes et tout. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir accès à ce bassin-là? Oui, moi je pense que c'est nécessaire et je vais répondre ça en plusieurs choses. Premièrement, je pense que ça donne une certaine légitimité au programme universitaire qui est quand même importante parce que beaucoup de ces joueurs-là, beaucoup de ces futurs joueurs-là vont peut-être pouvoir caresser ce rêve qui peut-être à ce moment-là, peut-être qu'ils sont pas du niveau de la Canadian Premier League, mais une fois qu'ils vont commencer à caresser ce rêve-là et à s'entraîner de jour en jour, ils vont continuer un développement qu'ils n'auraient pas continué si jamais il n'y avait pas cette draft-là. Donc, ça va obliger les clubs à continuer à faire leur devoir et avec leur choix qu'ils ont, leur choix de draft, choisir des joueurs qui pourraient à ce moment-là devenir des joueurs complets. Donc, ça donne non seulement une deuxième chance, parce que pour moi, la deuxième chance, elle est déjà faite quand tu es observé par un club au niveau universitaire, comme tu as parlé des gens comme Sissoko, comme Krayem et ainsi de suite. Par contre, ça donne une troisième chance à ces joueurs-là qui, peut-être, il y a personne qui est venu les observer dans des provinces quand même assez lointaines ou des clubs assez lointains, ou bien des clubs qui n'ont pas un programme très reconnu pour le soccer, où il peut y avoir une pépite qui est là. Ça donne une troisième chance pour que ces joueurs soient observés. Parce que ce qui va arriver si jamais on l'enlève, il y a beaucoup de clubs qui vont arrêter de regarder l'université et ils vont juste se fier à ce que leur agent leur dit, les agents qui sont autour du club le disent, et c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait des yeux de la part des coachs, des yeux de la part du club ou des yeux sur le programme universitaire pour continuer à faire grandir ce sport-là. Donc pour moi, il y a aucune raison d'arrêter cette draft-là. Après, oui, tu es en train de dire il n'y a pas eu de saison cette année. Est-ce qu'on devrait complètement l'éliminer?
Non. Pourquoi on va l'éliminer? Pourquoi on va... Si jamais on est en train de parler de saison, on peut parler de ça sur de plusieurs choses. Parce qu'il n'y a pas eu de saison, il n'y a pas eu de saison, pas par choix. Il n'y a pas eu de saison parce qu'il y a eu une pandémie. Est-ce que c'est les joueurs qui doivent écoper du fait qu'il y a eu une pandémie? Non, je suis pas d'accord du tout. Je pense qu'il faut donner la chance aux coureurs, il faut donner la chance au réseau universitaire de continuer à grandir et des joueurs qui jouent dans les réseaux universitaires. On avait reçu Freddy Amegavi ici sur notre podcast, puis très sérieusement, je pense qu'il nous a tous donné la fibre, il nous a tous donné l'envie de continuer à regarder les championnats universitaires et nous a fait comprendre qu'il y a quand même du niveau. Donc de ce point de vue-là, pour moi, la draft U-Sports est extrêmement importante pour garder un œil sur le réseau universitaire. Alex, est-ce que tu es plus Team Hadi ou Team Daniel? Plus Tim a dit parce que je regarde surtout ça d'un point de vue macro aussi. Puis là-dessus, premièrement, tu as un partenariat avec U-Sport, tu dois l'honorer. Moi, ça part de là. Deuxièmement, ça marche. Joel Waterman, Sissoko, Bent, ça marche. On a eu des joueurs universitaires qui fonctionnent en CanPL, puis qui peuvent même aller plus haut. Ça marche. Troisième chose, c'est que c'est un partenariat qu'il faut honorer parce que c'est bénéfique pour la Ligue, mais c'est aussi très bénéfique pour les universités elles-mêmes. Parce que si tu penses au recrutement universitaire, avant qu'on ait tout ça, ce qui arrivait, c'est que les universités, c'est que les meilleurs joueurs qui voulaient vraiment une carrière pro en Amérique du Nord, ce qu'eux, ils faisaient, ils s'exilaient aux États-Unis, allaient jouer dans les universités américaines pour se faire repêcher dans les programmes pour se faire repêcher par la MLS. Si on pense à Carl Larin, qui, lui, il cassait tout en Ligue 1 Ontario, mais personne pour une raison que je m'explique pas, Toronto FC avait aucune idée de ce qui se passait en arrière d'eux autres, qui se passait à Mississauga quand Carl Larin brûlait tout en Ligue 1 Ontario. Mais Carl Larin, il a dû aller jouer dans une université américaine, puis c'est là qu'il s'est fait remarquer par Orlando qui l'ont repêché. C'est ridicule. Puis puis avec ce programme-là, ce que ça fait, c'est que c'est bon pour les universités parce qu'elles peuvent faire de la rétention. Fait que ça veut dire que maintenant, tu as plus de joueurs qui vont se dire, j'ai pas besoin d'aller m'exiler puis de changer toute ma vie puis celle de ma famille pour aller aux États-Unis dans l'espoir d'être un pro en Amérique du Nord. Je peux le faire au Canada. Je peux le faire dans mon université ici. Je peux même, puis tu as quand même un sentiment d'appartenance pour ton université et ta ville. Tu veux faire gagner ton université. Donc, la rétention des joueurs, ça veut dire que les universités vont garder leurs meilleurs joueurs pour leur programme. Puis, ça va rendre les équipes universitaires et la compétition en entier, d'un océan à l'autre, plus compétitives avec le temps. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça encourage les universités à dépenser plus. Parce que si tu as plus de monde qui sont attirés par le talent universitaire canadien, puis tu as plus de joueurs de qualité qui choisissent les universités canadiennes, parce que là, ils n'auront pas toujours le réflexe de « je m'en vais aux États-Unis ». Là, ils vont pouvoir attirer du monde ici. Ça encourage l'université à dépenser. Ils vont dépenser plus. Puis avec des meilleurs programmes, avec plus de moyens, mais tu vas faire grossir le programme, tu vas faire grossir la réputation de l'université, et ça va être grâce à la Ligue canadienne en partie. Fait que c'est bénéfique pour les deux, pour les deux parties. Puis déjà, tu as des articles aux États-Unis qui s'écrivaient comme quoi que la NCAA devrait s'inspirer de ce que la Canadian Premier League fait avec le U-Sport, parce que NCAA, ça marche pas comme ça. Moi, je pense que c'est... non, il faut continuer. Il faut absolument continuer. Honnêtement, le compromis avec U-Sport, que les joueurs peuvent retourner avec leur université et tout, je pense que c'est quand même bien parce que, à ma connaissance, il n'y avait pas ça ni aux États-Unis ni au Canada dans d'autres sports. Après, les exemples qu'on sort souvent, tu sais, Joel Waterman, il a signé il avait été drafté ou repêché par Cavalry, mais il avait joué à Calgary Foothills, l'entraîneur l'a connu là-bas. Aboubakar Sissoko, il a joué en PLSQ. Après, oui, il y a par exemple, des Corey Bent, de Corey Bent, on l'aurait probablement jamais connu
s'il il avait pas joué universitaire, parce que c'est un joueur qui était étudiant étranger. Moi, j'ai l'impression que plus ça va avancer, surtout si éventuellement les clubs de Canadian Premier League auront des académies, ben, les joueurs universitaires qui vont pouvoir être, disons, qui vont pouvoir être repêchés, ça risque d'être soit des late bloomers, comme on dit en anglais, des joueurs qui ont éclos plus tard, des joueurs peut-être de 22, 23 ans qui, pour une raison ou pour une autre, ils sont pas passés par les académies ou ils ont été rejetés par un programme d'une académie au Canada et finalement, ça n'a pas fonctionné. Des joueurs qui viennent peut-être des universités moins connues au Canada, dans des provinces où il n'y a pas de ligue semi-pro, ou des étudiants étrangers comme André Bona, comme Corey Bent, comme Peter Shaw. Par contre, moi, je pense qu'il faudra avoir un incitatif au club pour conclure des ententes avec les joueurs, parce que la première année, on avait 3 tours. Puis presque aucun club a retenu les 3 joueurs. Donc, la deuxième année, on a fait 2 tours pour le draft et c'est pas tous les clubs, tous les joueurs qui ont signé. Ça serait peut-être justement la solution, ça serait que les joueurs du draft comptent pas dans le cap salarial. Comme ça, on a moins de pression par rapport au fait qu'ils peuvent retourner aux études. Et par la même occasion, ben, on a un incitatif financier aux clubs qui vont pas calculer, ah ouais, mais là, je l'ai recruté, mais je suis pas sûr s'il va pouvoir jouer, puis donc je préfère avoir quelqu'un qui va être là toute la saison. Ben, le fait qu'il compte pas dans le cap salarial, ça pourrait être une solution. Je lance ça de même. J'ai déjà vu passer ça sur Twitter, mais ça peut être une solution que le fait que les joueurs comptent pas dans le cap salarial, les équipes vont pouvoir les inclure, puis peut-être faire des meilleurs choix aussi. Parce que ça n'a pas toujours été des choix judicieux. On prend des bons joueurs, mais finalement, c'était pas la position qu'on voulait, ou finalement, on a recruté d'autres joueurs. Puis c'est dire aussi que les années passées, le draft universitaire était quand même très tôt, donc on n'avait pas trop d'idées sur la qualité de l'effectif, là. En tout cas, faudra se questionner là-dessus les prochaines années. J'ai très hâte à voir cette année qu'est-ce qui va se passer. Ben, on verra, en tout cas, on va continuer à suivre ça, bien évidemment, comme d'habitude, ici sur CSA l'érable. On va passer à un autre sujet, en fait, qui est un peu, après avoir lu cette lettre-là de la part de David Clanahan, on vous a mentionné le nom des joueurs ou des joueuses qui ont voulu passer par ce programme-là. On a mentionné des joueuses comme Stéphanie Labbé ou comme Erin McLeod ou bien d'autres qui ont aussi décidé de faire ça, Alicia Chapman, Desiree Scott et ainsi de suite. J'aimerais parler un peu du choix de Rhian Wilkinson. Rhian Wilkinson, qui était une ancienne joueuse canadienne avec plus de 200 matchs joués avec l'équipe nationale, une Québécoise qui a toujours été là aux alentours de l'équipe nationale féminine, qui maintenant a 38 ans, ben, ça fait déjà, elle a pris sa retraite en 2015. Et c'est une fille qui avait décidé de se lancer en coaching, qui avait été premièrement assistante du côté de l'université de Tennessee, mais aussi qui est rentrée dans le programme de Canada Soccer, qui a monté, qui a gravi les échelons, de là à entraîner l'équipe de jeunes des féminines. Bon. Malheureusement, quand le Kenneth Heinemuller est parti, c'était une des candidates pour prendre la place de Kenneth Heinemuller. Puis finalement, Canada Soccer s'est tourné vers Bev Priestman, comme on l'avait annoncé ici sur le podcast. Par contre, ce qui se passe, c'est que Rhian Wilkinson est restée avec Canada Soccer, mais on ne savait pas ce qu'elle allait faire. Et j'ai su de plusieurs sources comme quoi elle était malheureusement pas très contente de la décision, même si elle pouvait la comprendre. Et elle a lancé elle a été interviewée par Radio-Canada dernièrement par notre ami Olivier Tremblay, et c'est là où elle a dit que c'est quand même très, très difficile de rejoindre le haut niveau au Canada en termes de coaching, mais même en tant que joueuse, les joueuses professionnelles avaient beaucoup de mal. On est une des rares
équipes dans le monde au niveau du soccer féminin à ne pas avoir une ligue canadienne, on en a parlé plusieurs fois ici, et que le seul moyen pour des joueuses universitaires d'aller et de devenir des joueuses professionnelles, c'était d'aller aux États-Unis. Quand on lui a demandé pourquoi il n'y a pas beaucoup de joueuses québécoises qui sont parties de l'équipe, elle a dit, écoutez, il y a beaucoup de monde, beaucoup de joueuses qui sont très bonnes au Québec, mais quand elle arrive au moment où elle doit faire le choix d'aller aux États-Unis pour continuer, pour avoir peut-être une chance d'avoir une carrière professionnelle ou rester au Canada, il y a ce petit problème de langue qui fait en sorte que beaucoup choisissent de ne pas aller se mettre dans ce genre de situation et d'aller partir à un jeune âge aux États-Unis pour s'avancer. Et elle a dit une phrase que je trouve qui est très, très, très intéressante. Elle a dit que on se heurtait à un mur, mais c'était pas un mur de glace, mais c'était un mur de ciment, en disant que c'était extrêmement compliqué d'aller beaucoup plus haut. Donc voilà pour les mots de Rhian Wilkinson. Et après cette entrevue-là, elle avait dit aussi durant son entrevue, comme quoi malheureusement, elle n'avait pas pris sa décision encore sur ce qu'elle allait faire après. Et aujourd'hui même, on apprend que Rhian Wilkinson décide de quitter Canada Soccer pour aller s'engager en tant qu'assistante de l'équipe nationale féminine anglaise directement. En allant assistante à l'équipe nationale féminine anglaise, elle suit un peu les pas de Brett Priestman, qui faisait partie de l'équipe Canada, qui est parti en Angleterre, est devenu l'assistant de Phil Neville, et maintenant est revenu en tant qu'entraîneur, que sélectionneuse principale de Canada Soccer. Est-ce que pour vous, vous trouvez qu'il y a un gros problème du côté de Canada Soccer de faire, de vraiment faire confiance à nos coachs canadiens pour les équipes nationales, ou est-ce que vous pensez que c'est normal pour quelqu'un comme Rhian Wilkinson, elle a besoin d'aller ailleurs, apprendre un peu le métier un peu plus avant de se lancer dans un aussi gros travail d'être sélectionneuse de l'équipe nationale? Votre avis là-dessus, je vais commencer par Alex, parce que je sais que tu avais quand même mentionné quelques petits points un peu plus tôt, donc je vais te laisser continuer et développer un peu ce point sur le manque de chance qu'ont ces jeunes coachs canadiennes. Je peux, pour continuer sur mon point où est-ce qu'on parlait, peut-être qu'il faut trouver une façon d'élargir le bassin des entraîneurs pour et faciliter la transition des joueurs vers le métier d'entraîneur. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup manqué. C'est bon que maintenant on s'en va vers cette direction-là, mais on voit qu'en date d'aujourd'hui, ça s'est pas fait assez tôt. J'espère que ça va changer dans l'avenir parce que, aussi, ça disait aussi dans l'article que les 6 derniers entraîneurs de l'équipe nationale étaient pas issus du Canada. C'est dommage. C'est sûr que on veut toujours y aller par le mérite, mais à quelque part, tu veux que les entraîneurs d'ici soient plus considérés. Si je regarde le résumé à Beth Priestman, avant qu'elle accepte le poste à Soccer Canada, elle était avec l'équipe U17 d'Angleterre. Je vois le calcul aussi pour Rhian Wilkinson, où est-ce qu'elle se dit, moi, je vais y aller en Angleterre, puis elle va pouvoir ajouter ça sur son résumé, sur son parcours professionnel. Mais ouais, je partage sa frustration. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas fait plus confiance à une joueuse aussi décorée d'ici, qui comprend la réalité canadienne et en plus comprend la réalité québécoise. Je trouve que c'était une occasion manquée de faire confiance à quelqu'un d'ici qui aurait pu trouver des solutions canadiennes à des problèmes canadiens. J'espère juste que à l'avenir, Soccer Canada va apprendre de ça, puis j'espère juste qu'on va on va élargir notre bassin d'entraîneurs pour les prochaines nominations. Oui, je suis d'accord avec toi, sachant que, par exemple, juste pour un peu comprendre un peu le choix de Canada Soccer aussi, oui, c'est quand même assez poche et assez dommage
pour notre ami Ryan Wilkinson. Par contre, il faut comprendre que Bev Priestman est quand même une fille qui a aussi entraîné au U17 du Canada, au U20 du Canada. Elle est partie avec l'équipe nationale anglaise pour revenir au Canada. Donc, elle aussi, elle a dû aller ailleurs pour se faire remarquer. Donc, je veux juste préciser ça. Je vais te laisser, Daniel, réagir aussi sur tout ça. Donc, premièrement, est-ce qu'on devrait faire confiance à nos coachs ici dans les sélections nationales, mais aussi parle-moi aussi de ce que tu penses de Ryan Wilkinson qui est partie elle-même rejoindre l'équipe nationale anglaise et un peu, est-ce que tu penses que c'est vraiment du gâchis ou est-ce que c'est quand même une bonne chose pour le Canada et pour elle? C'est que dans ces circonstances-là, actuellement, on est un peu une équipe montante autant au niveau masculin que féminin, mais notre programme féminin souvent a eu plus de succès à l'international que notre programme masculin. Là, faut se demander est-ce qu'on a des personnes qualifiées autant du côté masculin que féminin? Parce qu'on dirait tout le temps qu'on a une excuse pour pas prendre un entraîneur canadien. Que ce soit du côté masculin ou féminin. Puis même, comme dit Alex tout à l'heure, même quand un club de MLS a besoin d'un entraîneur, ben on sort plein de noms étrangers. Fait que je pense que c'est le premier point. Il faudra à un moment donné qu'on arrête de trouver des excuses. Puis ouais, ben il faut de l'expérience à l'étranger, puis si, puis ça, ben moi je pense que pour Wilkinson ou pour n'importe qui d'autre, ça doit pas être une condition. Après ça, si ça va l'aider dans sa démarche future, pourquoi pas, surtout que seulement au Canada, au niveau féminin, elle n'aura pas grand-chose. Elle a parlé d'ailleurs de Canadian Premier League, ce qui se penche sur les entraîneurs féminins. Par rapport à ce qu'elle a dit sur le développement pour les joueuses québécoises, ben, je trouvais un peu contradictoire ce qu'elle disait, ce qu'elle se plaignait que les filles doivent aller jouer dans l'université canadienne, puis les Québécoises ne veulent pas y aller. Mais en même temps, elle disait qu'il faudrait avoir des clubs professionnels à Toronto ou Vancouver, mais ça risque pas ou Montréal. Est-ce que ça va régler le problème actuellement d'offrir des opportunités à pas mal de joueuses? Je pense pas. Là, actuellement, on est plus... faudra peut-être trouver moyen de valoriser peut-être les joueuses du réseau universitaire canadien, des ligues amateurs, semi-pro canadiennes. Et ça pourrait régler le problème de l'exposition. Après ça, que des joueuses vont devoir aller à l'étranger pour avoir une expérience professionnelle. Tant qu'on n'aura pas de ligue au Canada, on a déjà parlé plusieurs fois, ben, ça va être difficile, mais au moins offrir une visibilité à travers les ligues semi-pro, à travers peut-être des combines avec les joueuses du réseau, peut-être valoriser notre réseau universitaire au lieu de les obliger à aller jouer aux États-Unis. Peut-être qu'on peut valoriser, peut-être pas avec de l'argent, mais au moins avec une exposition. Ça serait peut-être un bon début. Ouais, effectivement. En tout cas, on verra ce qui va se passer du côté du soccer féminin au Canada et du soccer professionnel féminin au Canada. Et en parlant de ça, il y a eu quand même une petite nouvelle qu'on n'a pas eu le temps de vous parler dans les autres épisodes et je pense que c'était important de le faire. Le Canada a décidé enfin, en tout cas l'équipe nationale féminine, enfin de programmer des matchs. On le sait qu'il y a quand même l'équipe nationale féminine s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques à Tokyo cet été en 2021 et on a enfin des matchs amicaux qui ont déjà été sélectionnés. Quand on dit matchs amicaux, oui, on s'attend à des matchs à droite et à gauche, mais non. Équipe Canada a décidé de s'inscrire à la coupe She Believes, donc la She Believes Cup, qui est quand même une coupe qui est très reconnue avec un niveau très élevé, où il y a d'habitude 4 équipes qui se battent pour le titre de She Believes. C'est quand même une coupe amicale, mais d'un autre côté, d'un niveau quand même assez élevé, qui est quand même très reconnu de ce point de vue-là. Et le Canada a décidé d'y participer. C'est sa deuxième participation, je pense, à la She Believes Cup. Ce qui est très intéressant là, en 2021, c'est que le Canada se retrouve avec 3 autres équipes qui sont nul autre que les États-Unis, première mondiale, le Japon, 10e mondiale, et le Brésil, qui est 8e mondial, à égalité avec le Canada. Donc, premièrement,
Équipe Canada a beaucoup de choses à faire parce qu'il y a beaucoup de choses à prouver. On en a parlé. C'est une équipe dont le programme, malheureusement, est en train de battre de l'aile. On a un petit problème à passer au prochain niveau, à aussi changer de cycle et à faire jouer ces jeunes joueuses-là et qui devraient prendre la place des joueuses un peu plus expérimentées. De plus, là, on va se battre contre de très, très fortes oppositions. Et je pense qu'il y a moyen maintenant de grappiller des points aussi pour monter dans le classement, ce qui est toujours important point de vue prestige, et d'arrêter de glisser parce qu'à un moment donné, le Canada était quand même 4e mondial. On se retrouve au 8e rang maintenant. Et d'essayer de prouver que le soccer canadien n'est pas relégué au en deuxième place parce que on voit par exemple l'essor du soccer féminin en Europe. Beaucoup de personnes pensent que le Canada commence à être en retard par rapport aux ligues européennes. Donc ça va être très intéressant de voir ce que le Canada va être capable de faire dans cette coupe-là. Est-ce que vous pensez, les amis, juste rapidement sur ce sujet-là, est-ce que vous pensez que le Canada se doit de faire des résultats lors de la She Believes Cup qui va se jouer en février? Premièrement, pour se rapprocher au classement. Deuxièmement, pour prouver qu'ils sont capables et qu'elles sont capables d'aller retrouver les sommets. Troisièmement, surtout pour se préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et enfin, quatrièmement, afin d'atteindre les objectifs annoncés par Beth Priestman lors de sa conférence de presse qui a dit que nous, on veut viser une autre couleur de médaille. On veut soit une médaille d'argent, soit une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous pensez que ça passe par une très bonne performance lors de la She Believes Cup? Je vais te laisser, Daniel, commencer sur ce sujet-là et on suivra avec Alex qui donnera son avis là-dessus aussi. Les circonstances, c'est une compétition. Il faut voir les choses en perspective. Là. Ça fait presque 1 an que l'équipe n'a pas joué. Je pense pas que ça soit. Puis c'est quand même contre des bonnes équipes. Là. Donc, dire qu'il faut absolument avoir des bonnes performances, je crois pas. Là. Faut le voir comme c'est un tournoi de préparation. Sûr que s'il y a des résultats positifs qui sortent, c'est toujours mieux que des résultats négatifs. Mais je pense qu'il faut plutôt se concentrer sur les JO. Ça, c'est une préparation comme une autre. Et pour toi, Alex? Je le vois plus comme... moi, c'est plus un souhait. On va jouer contre des bonnes équipes. J'ai un peu l'impression qu'on fait dans le déni parce que quand j'entends Beth Priestman qui parle de médaille de bronze et d'argent, je suis comme... argent et or. Puis moi, je suis comme, c'est-tu moi ou est-ce que je suis le seul qui a regardé la dernière Coupe du Monde ou j'ai manqué quelque chose? Puis je pense qu'on fait un peu dans le déni, puis on est en train on plane encore sur les médailles de bronze qu'on a gagnées. Mon souhait, c'est que ce tournoi-là réveille du monde à Soccer Canada. Je pense pas qu'on va avoir l'or et l'argent. Pas parce qu'on n'a pas le talent pour, mais je pense que point de vue philosophie, point de vue transition et faire des changements, je pense qu'on est trop dans la vieille façon de faire. Puis ça marche pas. Puis les Européens deviennent de plus en plus bonnes, beaucoup plus techniques, beaucoup plus stratégiques, tactiquement, commencent vraiment à nous surpasser. Puis je voyais même des experts américains qui disaient carrément, regardez, l'Europe s'en vient, puis les États-Unis, ça restera pas en haut indéfiniment parce que tu as maintenant des très bonnes joueuses américaines qui choisissent l'Europe et qui sautent par-dessus le recrutement, le repêchage de la NWSL. Moi, j'espère que ça va réveiller du monde. Je retiens mon souffle là-dessus. Puis quand je dis que j'espère que ça va réveiller du monde aussi, j'espère que ça va comme pousser Soccer Canada à faire quelque chose pour qu'on ait une ligue domestique et non un seul club aux États-Unis. Ça ne marche pas. Je suis fatigué d'entendre ça et de lire ça. Ça ne marche pas. Ça nous prend une ligue ici qui va faire jouer le plus de joueuses possible pour montrer le plus de joueuses possible à l'international pour que nos joueuses puissent se déplacer vers l'Europe et avoir cette éducation tactique pour que ça puisse nous rapporter. En tout cas, on verra ce qui va se passer. Moi, je trouve que c'est effectivement un tournoi très important parce que même si on n'a pas joué depuis 1 an,
il est temps de montrer que on a mis de côté, on l'a mis en arrière, on a laissé en arrière de nous les mauvaises performances à la Coupe du Monde 2019. Je pense que c'est très important de rentrer avec un état d'esprit beaucoup plus conquérant pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Je veux juste dire les matchs, donner les rendez-vous pour la She Believes Cup. Donc le Canada commence son tournoi avec un match contre les États-Unis, directement dans le vif du sujet, le 18 février. Prochain match le 21 février contre le Japon et enfin le 24 février contre le Brésil. Ça va être très intéressant de voir ce qu'elles vont être capables de faire. Donc voilà tout pour aujourd'hui, pour cet épisode de CS à l'érable. Les amis, Alex et Daniel, merci d'avoir été là encore une fois. Merci Eddie, merci Alex. C'était une bonne semaine, les gars. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine, à tous les auditeurs de Culture Soccer et de CS à l'érable, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode à suivre, bien évidemment, sur Culture Soccer.